La poche gastrique, c'est une idée de chirurgien bariatrique passionné dans le but de rejoindre plus de patients et de professionnels de la santé, tout en sensibilisant la population. L'obésité est une maladie chronique complexe, répandue, dont les patients font l'objet de préjugés et de stigmas contribuant à la morbidité et la mortalité qui sont associés. Il faut donc offrir des traitements fondés sur la science de la gestion des maladies chroniques, au-delà du simplisme, manger moins et bouger plus. Alors, comme tu sais, Alex, nos capsules vont couvrir la thérapie nutritionnelle médicale, l'activité physique, les approches psychothérapeutiques, la pharmacothérapie et bien entendu la chirurgie. Je remercie le support d'Ethicon pour la production, ce qui nous permet de réaliser ce balado bénévolement. Je veux en profiter aussi pour remercier le support de notre Association canadienne de médecins et de chirurgiens bariatriques. Fait qu'Alex, on est très content. On a un invité de marque ce soir. Oui, c'est un honneur de t'avoir, Sylvain. Ben, écoute, alors, bienvenue, Dr. Sylvain Iceta. Comme on fait avec tous nos invités, on leur demande de se présenter eux-mêmes pour avoir la meilleure explication possible. Vas-y, Sylvain. D'abord, un immense merci de m'avoir invité. Je suis très, très heureux d'être là pour parler de ce sujet-là qui me tient plus qu'à cœur. Donc, en effet, je suis le docteur Sylvain Iceta. Je suis médecin psychiatre. Vous l'aurez reconnu à mon accent. Là, moi, je suis de France, pas du Québec. Oui. Je suis arrivé dans cette belle terre en 2019, à la base pour faire un postdoc en recherche. Puisqu'en fait, finalement, assez tardivement dans ma carrière de clinicien, j'étais médecin psychiatre impliqué en troubles du comportement alimentaire, en dénutrition et en obésité. Je me suis intéressé à la question scientifique un petit peu de qu'est-ce qui contrôle, désinhibe la prise alimentaire. Donc, j'ai passé mon PhD à ce moment-là. Et Ok. puis, à un moment donné, je me suis dit que je voulais aller plus loin. Donc, je suis venu faire mon postdoctorat avec Andréane Michaud à l'ICPQ en imagerie cérébrale, justement, post-chirurgie bariatrique. Puis ça, on est tombé en amour et on est resté là. En imagerie cérébrale. Ouais, Wow. OK, wow. Donc, on a ça. on faisait quoi comme imagerie à ce moment-là? L'idée, c'est que le professeur Michaud, elle a un projet de recherche où justement on étudie les modifications cérébrales, tant en termes de structure que de fonction après une chirurgie bariatrique, pour voir justement s'il y a des changements, à quel point ils durent dans le temps aussi, parce que c'est une des questions. Puis je pense qu'on pourra en parler peut-être dans notre prochain épisode, la fameuse lune de miel Ben, post-chirurgie. justement, je voulais en profiter parce que vu qu'on a la chance de t'avoir avec nous, on va en profiter pour faire finalement 2 épisodes. Comment on Comme avait fait en nutrition? on a fait en essentiellement? nutrition, parce que pour nous, c'est sûr qu'on a un biais, hein, on est des chirurgiens. Mhm. Pour nous, il y a une séquence pré-chirurgicale et une post-opératoire. Mhm, Fait que c'est ce qu'on va faire. Mais en fait, cette question du pré et du post est vraiment passionnante, parce que moi, dans ma tête de psychiatre, c'est beaucoup plus intriqué que ça. Donc, je vais essayer de la séparer pour, On va- pour répondre on à va la trop Ça va être trop, c'est ça. Nous, on est des chirurgiens, 2 variables, hein, tu Ouais. sais. Mais c'est parfait parce qu'en fait, quand je te disais en France, là, moi, je travaillais vraiment, j'avais cette chance incroyable. Là, j'étais à moitié de mon temps sur un centre référent pour les troubles alimentaires. L'autre moitié, j'étais vraiment en service d'obésité. Puis, OK. quand on parle du pré, là, on est dans une prise en charge médico-chirurgicale d'emblée avec des filières beaucoup plus entremêlées que ce qu'elles le sont, je trouve, au Québec. Et j'avais cette chance incroyable, justement, aussi de les voir en post-chirurgie bariatrique en systématique. Donc, j'ai bien les deux temps en tête et on va pouvoir essayer Donc, d'aller tu ne explorer fais les que différences. ça dans ta pratique clinique. En France, j'étais vraiment moitié de mon temps troubles alimentaires, moitié de mon temps chirurgie bariatrique et obésité complexe. Ici au Québec, j'ai encore un petit profil d'activité différent parce que j'ai ce sens incroyable. Et puis, je remercie le FRQS. Là, je suis clinicien-chercheur, donc j'ai la moitié de mon temps vraiment dédié à la recherche. Ah oui, Wow, OK. c'est Donc bon. moi, j'ai Ça. un labo de recherche qui s'intéresse beaucoup à la question des troubles du comportement alimentaire, de leur lien avec les maladies chroniques, le diabète de type 1 ou l'obésité. Puis ça, on a plein de projets là, qui vont de l'éducation du patient, de l'autonomisation de la décision, jusqu'à l'impact du nerf vague sur les préférences olfactives. Donc, ça veut dire que tu as une portion, on pourrait dire 50 vraiment recherche Ouais, fondamentale, scientifique, et tu as un autre 50 qui est clinique. clinique. Où là, je vais aller voir les patients à l'étage en psychiatrie de liaison, donc c'est-à-dire vraiment apporter la prise en charge de la santé mentale auprès des patients hospitalisés. Donc, dans mon hôpital, c'est beaucoup la chirurgie cardiaque, la pneumologie, mais aussi la chirurgie bariatrique. Donc, amener la santé mentale là, et puis également prendre soin des patients qui ont un trouble de santé mentale et qui vivent justement des opérations lourdes auxquelles ils ne sont pas toujours préparés. Wow. Comme d'habitude, on a toujours des questions un peu Ah, punchées. c'est clair. On y va-tu en partant? Vas-y, moi, je passe la glace. Tantôt, tu disais que tu étais à l'ICPQ, ce qui, pour moi, dans mon livre, c'est l'hôpital Laval à Québec, Mhm. parce que, comme j'ai déjà dit souvent, je viens de là-bas. Et quand j'étais en formation à ce moment-là, avec Dr. Marceau Père, tous les patients avaient une évaluation psychiatrique. Ça s'est perdu maintenant. Ouais. C'est quoi Ah, ton opinion par rapport Ça à ça? dure au Québec, en tout cas. On aimerait ça. Ça s'est beaucoup perdu. Il y a deux réponses à ça. Dans un monde idéal, il faudrait que tous les patients aient non pas une évaluation, mais un accompagnement psychique ou psychiatrique préalable à la chirurgie bariatrique. Je fais la nuance parce que, et c'est très intéressant, dans la question de l'évaluation, on a un peu l'idée que le chirurgien qui envoie voir le psychiatre ou le psychologue, c'est pour dire oui ou non.
Moi, je déteste cette position-là. Je suis absolument pas Ah, c'est bon, ça. juge-arbitre. Mon job à moi, puis je le dis toujours aux Mhm. patients parce qu'ils viennent avec cette peur que je leur dise non, donc ils ont souvent une appréhension quand ils viennent au rendez-vous. Je Ils leur veulent, dis ils veulent pas te voir dans ton non, bureau. ils ont assez peur. Hey, Ils c'est me bon, demandent ça. beaucoup pourquoi le chirurgien m'a envoyé vers vous. Je fais, OK, on arrête tout de suite. Moi, mon but, ça va pas être de dire non, ça va être de travailler avec vous à trouver comment on peut optimiser au maximum ce parcours chirurgical. Et la santé mentale, ça en fait partie de cette optimisation-là. Mon but, comme le vôtre, c'est de bénéficier d'une chirurgie qui va vous aider le mieux possible et le plus longtemps possible. Et je leur explique en général qu'on sait que justement, dans les facteurs de bonne tolérance de la chirurgie, de regain de poids, la santé mentale va jouer un rôle. Et que c'est pour ça que c'est important de l'anticiper. Et je faisais une deuxième nuance en parlant de psycho et psychiatrique. Mhm. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas non plus surstigmatiser la santé mentale dans l'obésité ou l'excès de poids. Tous n'ont pas besoin de voir un psychiatre. Et puis, la question de quels critères doit amener à adresser en consultation psychiatrique, elle est encore très débattue. On n'a pas de bons critères Ah non, pour ça. C'est bon, ça, c'est une de mes questions, mais toi, Ouais. tu as déjà devant. Non, mais je veux dire, c'est tellement complexe comme question Je parce sais. qu'on a tellement de patients qui rentrent dans le processus avec une histoire personnelle, avec une fragilité, que ce soit au niveau de l'anxiété, que ce soit Mhm. au niveau des symptômes dépressifs, de la dépression, aussi des troubles alimentaires. Pour nous, c'est extrêmement difficile à évaluer comme chirurgien rapidement. Puis dans un contexte d'une évaluation en équipe multidisciplinaire, c'est sûr que ça se fait mieux, mais on entend souvent ce que tu viens de dire. Tu sais, comme dans mon centre à moi, on a eu quelques mois une psychologue pour nous aider, mais c'est l'espèce de crainte, appréhension des patients à savoir est-ce que cette personne-là que je viens voir, qui est supposée pouvoir m'aider, va m'empêcher d'avoir accès à Mhm. la chirurgie. Puis c'est pour cette raison-là qu'elle a quitté rapidement, en fait. Fait que c'est difficile là, pour le soignant aussi. Là. C'est vraiment difficile. En même temps, les vrais critères de contre-indication, justement, alors du pré-chirurgie, les vrais critères de contre-indication psychiatrique à une chirurgie bariatrique, ils sont pas si nombreux que ça dans la réalité. Mhm. Ça va être les épisodes aigus dans les 6 mois à 1 an qui précèdent le temps, j'allais dire le temps opératoire de la chirurgie. Donc, hospitalisation, tentative de suicide, décompensation, ça c'est vraiment une contre-indication Ok. formelle, mais qui est temporaire de ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'une bonne prise en charge va Donc, c'est permettre. aigu, c'est un C'est problématique. ça, qui- ça reste en bas. Une prise en charge définitive, honnêtement, plus j'avance dans ma pratique, moins j'en vois. Je dirais que des troubles extrêmement sévères, avec des rechutes très fréquentes, des altérations de la capacité à consentir, des choses comme ça, oui, vont peut-être venir être plus pérennes dans la contre-indication, mais vraiment, je pense qu'avec beaucoup de préparation, on peut amener beaucoup de patients vers la chirurgie. Mais l'enjeu, c'est ça, c'est qu'on les voit tard. En plus de ça, comme ils attendent 2-3 ans sur la liste d'attente et ils arrivent, vous les voyez, il y a comme la souffrance du patient qui est tellement accumulée qu'on veut aller rapidement à la chirurgie. Puis moi, je veux pas différer leur chirurgie quand je les évalue, c'est pas mon job, c'est pas mon but. Je veux vraiment trouver un moyen efficace de les préparer. Donc, c'est ça que je dis, si on les voyait plus tôt, ce serait mieux, mais Ouais. Non, mais j'aime ça, le point, parce que tu vois, on savait qu'on te rencontrait ce soir. Puis j'essaie de figurer justement, parce que tu sais, Alex et moi, on s'en parlait, on avait plein de. Dans ma tête, je me disais, OK, y a-tu des catégories de patients qu'il faut opérer, pas opérer? Tu viens d'en parler. Et après ça, dans l'évaluation, justement, si toi, tu es un rôle d'accompagnateur, si on reste dans ce chapitre-là, est-ce qu'il y a, exemple, des sous-chapitres de livres? Parce que tu ne dois pas préparer le patient de la même manière si c'est un problème, exemple, boulimique, versus un autre problème plus d'origine un peu plus psychiatrique. Comment tu travailles avec ça? c'est intéressant parce que les troubles du comportement alimentaire, c'est psychiatrique. Je veux dire aussi. Je pense Mais- qu'il ne peut pas faire d'erreur. Oui, c'est comme ça. Pour nous, on est Mais- sur un terrain C'est ça, glissant. nous, c'est. C'est hyper intéressant parce qu'il y a une quinzaine de jours, là, j'étais au camp d'hiver du réseau CMDO et puis on avait un groupe d'étudiants, une quinzaine d'étudiants qui viennent de recherche, qui sont vraiment habitués Ouais, à avoir ouais. de la donnée probante. Puis cette question apparaît, est-ce qu'on opère les patients avec un trouble d'accès hyperphagique? Et puis là, je pense que la majorité du groupe dit, bah non, contre-indication. Puis là, Je l'ai entendu souvent, ça. Ah, ben oui, on le dit aussi. très souvent. Et ça, c'est hyper intéressant comme question. Parce que du coup, j'anime un peu la discussion. Mais sur quelles données vous appuyez pour répondre non? Puis là, on sent qu'il y a une espèce de ventre mou qui s'installe. Les gens ne savent plus trop. Il n'y a pas du hard Tu sais, science alors derrière ça. qu'on est dans un groupe de scientifiques, ils ont tous répondu non. Ben, on avance comme ça. Puis à la fin, là, on voyait que la salle était beaucoup plus mitigée. Là, puis que les gens ne savaient plus trop quoi répondre. Et ce qui m'a interpellé, c'est que je leur ai juste renvoyé, mais votre première réponse, est-ce que ce n'était pas un petit peu de la stigmatisation? Et ils m'ont tous répondu non, c'est pas ça, on n'a pas de stigmatisation. Je pense qu'il faut faire la différence entre la stigmatisation, qui est l'espèce de représentation Ouais. implicite qu'on peut avoir de Ouais, l'obésité, ouais. qui nous amène à avoir un jugement négatif, j'allais dire intériorisé, versus la discrimination qui est Ouais. de le faire consciemment. Puis Ouais. donc non, ils n'avaient pas de discrimination, mais je pense qu'il y avait de la stigmatisation. Et donc pour répondre à la question, parce que je m'égare, je ne voudrais pas faire mon français. Non, Mais le trouble d'accès hyperphagique est une contre-indication quand il n'est pas stabilisé. Comme tout trouble de santé mentale à nouveau. c'est le même chapitre. Donc, c'est le chapitre de maladie mentale non contrôlée, Ouais. non stabilisée, peu importe la nature. Ce qui est un peu, oui,
Ce qui est un peu différent, je dirais, alors le trouble d'accès hyperphagique, quand on va prendre le temps justement de l'améliorer, de le Mmh mh. stabiliser, il y a des équipes, il y a des psychiatres, dont moi, qui vont même penser que la chirurgie bariatrique peut être une aide à l'amélioration thérapeutique. Vraiment, comme on l'a Ah, actuellement c'est bon aussi ça. avec les analogues du GLP-1. Là, on le Ouais. sait aujourd'hui, il y a une méta-analyse qui a été publiée là, il y a une quinzaine de jours, je pense, qui montre que les analogues du GLP-1 pourraient aussi être une solution de traitement, d'accompagnement au traitement du trouble d'accès hyperphagique. Je pense que la chirurgie l'est. Puis on peut en parler plus en détail de pourquoi, mais c'est parce que probablement que la baisse de pression métabolique qu'on met après une chirurgie bariatrique, Mmh vous mh. en parlez souvent, là, la rémission du diabète, Ouais. mais la baisse de l'inflammation, la baisse de la résistance à l'insuline, ça va probablement permettre au cerveau de retrouver un petit peu plus de plasticité cérébrale, là où avant, toute cette pression métabolique empêchait ça. Oh wow, Donc OK. on a vraiment cette idée-là que tous ces changements qu'on a tenté de mettre en place avant, bah, parfois ils sont limités justement par cette pression de la maladie et que venir mettre en rémission une partie de la maladie, bah, ça va continuer à obtenir des améliorations. L'autre chose, c'est que tous ces efforts, quand on voit qu'ils payent, bah, comme tout le monde, hein, quand on tente d'apprendre des choses et Mmh puis mh. qu'à un moment donné on réussit, bah, ça marche mieux et on les pérennise, hein, vous le disiez à un moment donné. Plus on opère tôt les patients, Ouais. c'était l'argument que vous avez mis dans un épisode, plus on opère tôt, là, plus les changements comportementaux vont être Ouais. faciles à maintenir parce qu'il y a une récompense, ou un résultat en tout cas. Ouais. Bah, c'est aussi vrai, du coup, pour la psychothérapie et les changements comportementaux. Donc, le trouble d'accès hyperphagique, bah, vraiment, on va même parfois être amené à dire faut les opérer. Moi, ça m'arrive, hein, j'appelle mes collègues, là, que ce soit Simon, que ce soit Annie ou les autres du groupe, là, en disant bah, moi, j'ai une patiente, là, elle est stabilisée, ou un patient, il est stabilisé. Est-ce qu'on peut-tu envisager de l'opérer? Et donc, souvent, la réponse est très bonne parce qu'on sait qu'on a eu une prise en charge avant. Par contre, un trouble qui n'est pas stabilisé, un patient qui est face encore à sa détresse, et je dis bien face à sa détresse, hein, pas qui est responsable de son trouble, je crois que ça aussi on pourra faire la différence là, mais qui n'arrive pas à s'en sortir, qui est encore sous l'emprise de la maladie, pour lequel les stratégies de gestion n'ont pas pu être mises en place, qui n'a pas bénéficié de soins, ben, l'opérer, en fait, c'est comme juste camoufler cette souffrance-là, qui risque d'être explosive après la chirurgie. C'est ça J'aurais une la question problématique. pour toi, elle va être Vas-y donc. difficile celle-là, Oh! parce que, on parle de stigmatisation avec les patients qui ont un comportement hyperphagique. Mmh. Ça influence-tu ton choix de chirurgie, toi? J'ai Je vois Sylvain qui réagit. Oui. Non, moi, je pense que, tu sais, Mmh. je suis content que tu as amené le point de la stigmatisation parce qu'évidemment, on ne veut pas faire de stigmatisation, mais je pense aussi, quand on parle de stigmatisation, une des choses qu'il faut accepter, c'est de commencer par l'admettre. Même si on est un médecin, même si on est dans une relation de soins, Mmh. en tout cas, moi, personnellement, c'est plus facile pour moi de dire, OK, j'ai des pensées stigmatisantes, j'ai un background sur certains. Je dis pas que je vais être comme ça, mais c'est juste que ça me permet peut-être de l'analyser avec un peu plus de souplesse, de Mais dire, ça bon, change ton opération? oui, c'est pour ça que je te dis. Je OK. voulais pas. Au début, j'ai fait, mais oui, parce que j'aurais peur de. Je me dis, ah bon, je suis quelqu'un qui a un trouble alimentaire, je suis peut-être mieux de commencer par un sleeve parce que si je me retrouve avec, par exemple, un regain de poids sur une maladie pas contrôlée avec une dérivation, un bypass, mais il me reste plus beaucoup d'options. Mais tu sais, c'est basé sur pas de. Mais tu quoi, ta réponse, Ça- c'est la même que la mienne. OK? bon, Alors, je voulais te la poser à toi ouais. avant de renvoyer faire une passe à Sylvain. Toi, tu vois ça comment? C'est intéressant. L'idée, ce serait que la sleeve, comme elle restreint quelque part, elle serait peut-être plus efficace sur l'accès hyperphagique. Ah non, l'idée, c'est que c'est moins risqué Ben, qu'un c'est qu'on bypass. on se garde des options. Ouais, mais ça, en même temps aussi, se garder des options, on le sait là, quand on réopère pour la 3e fois les Ouais. patients et cetera, est-ce qu'on est vraiment plus efficace que quand on l'a fait la 1re fois? Nous, on avait publié un papier, il y Ouais. a quelques années où on montrait que, si on n'avait pas atteint les fameux critères de Reynolds, hein, qui à l'époque dominaient la littérature, la 1re fois, tu sais, la 3e fois, on les atteignait Ouais, pas, puis on n'a pas à moins de leur faire une dérivation biliopancréatique. Mhm. Donc, tu sais, se garder toujours des lignes de réserve, je sais pas quelle est aujourd'hui la OK. réalité scientifique derrière ça. Par contre, ceci dit, quand on sent moyennement le patient, qu'on sait qu'on n'a pas eu beaucoup de prise en charge, quand je dis qu'on sent moyennement, c'est pas l'investissement, hein, du patient, c'est OK. qu'on n'est pas bien sûr de notre résultat, qu'on se dit que peut-être qu'on va pas avoir une optimisation chirurgicale, y aller par le moins, j'allais dire nocif ou à risque en premier, ça peut paraître une stratégie conservative intéressante. Mais par rapport à l'impact psychologique du Mmh. patient, moi, ça m'intéresse de t'avoir de toi. Est-ce que le fait que nous, parce qu'on est des chirurgiens, on ne connaît rien de la psychiatrie, nous, c'est blanc puis noir, on y offre une chirurgie qu'on considère moins agressive en se disant on a plus d'options après. C'est quoi l'impact psychologique du patient qui, justement, qui est un hyperphagique et qui, malheureusement, a eu un échec de sa sleeve et qui reprend du poids? Est-ce que son impact est pire ou comment ça? Je sais pas si c'est pire pour un patient qui a eu un trouble d'accès hyperphagique versus un patient qui n'en a pas eu. Par contre, ce qui est très intéressant là aussi quand on parle des attentes et puis quelque part de l'échec d'une chirurgie et donc de l'évaluation préalable à la chirurgie, on a ces vieilles données qu'on a tendance à oublier, hein, qui montrent que un patient qui a une souffrance psychique extrêmement importante liée à son obésité, Mhm. je veux dire, l'impact, la réussite va dépendre de d'où vient
souffrance. Je m'explique un petit peu plus. Un patient qui a une souffrance psychique qui a causé Mhm. l'obésité, puis Oui. on pourrait parler de la prévalence là, des agressions Sexuel, sexuelles, des exactement. C'est traumatismes, exactement là que je m'en allais. mais plein d'autres choses aussi qui peuvent Ouais. créer, hein, des dépressions, des prises de psychotropes, etc. Donc, quand la souffrance psychique est à l'origine de l'obésité, on sait que la réponse post-chirurgie est dans l'ensemble moins bonne Hmm. qu'à l'inverse, quand le patient a extrêmement souffert de son obésité, donc la même degré de détresse, mais plutôt secondaire à l'obésité, donc le stigma, les difficultés, et puis les dépressions secondaires, hein, on le sait, l'obésité, là, Ouais. ça va venir aussi, hein, c'est 2 fois plus, une obésité, c'est 2 fois plus de dépression en termes de risque. Donc, quand la souffrance psychique devient secondaire à l'obésité, eh bien là, on sait que la réponse a tendance à être meilleure. Tu vois, quand tu parles de ça, c'est super intéressant. Puis je sais pas si tu remarques ça, Alex, toi, dans tes consultations, parce que nécessairement dans le questionnaire complet des patients avant, il y a toujours la section des maladies associées, puis il y a toujours le mot dépression. Moi, je pense que c'est plus que les 3/4 de mes patients. Non, c'est la prévalence, Je sais pas toi, Alex, là, mais ça devient complexe à évaluer parce que Mhm. c'est tellement fréquent que C'est les ça. patients sous antidépresseurs, tu sais, mettons, tantôt, tu parlais de quelqu'un qui avait des épisodes aigus avec des contre-indications franches, mais quelqu'un qui a un ajustement de médication dans les derniers 3 mois, c'est une raison de retarder la chirurgie. Quand c'est de la chirurgie, je trouve ça extrêmement difficile à évaluer. Ça, c'est un critère, moi, que j'ai toujours un petit peu du mal à comprendre. Puis je sais qu'il est en Mhm. opération dans beaucoup de centres, et puis à l'hôpital Laval, on l'a Mhm. aussi, hein. Cette idée de ne pas avoir de modification de traitement dans les 3, 6 mois, parfois 1 an, là, précédant la chirurgie. Ouais. Faut comprendre que, et puis quand on prend le temps de parler vraiment avec les patients de comment ils anticipent ça, eux, en fait, les patients, ils vont rester en souffrance pour ne pas modifier leur traitement pour pouvoir bénéficier de leur chirurgie. Donc on se retrouve Oh dans my un truc God. inverse, quoi. Oh Et my puis God. vraiment, ils le déclarent à moi, les patients, ils me disent, non, non, Pas de mais sens. docteur Iceta, mettez pas qu'il faut changer le traitement parce qu'ils vont pas vouloir m'opérer si vous le faites maintenant. Je vois, ok, Mhm. attendez. Mais Les c'est chirurgiens, intéressant. on va parler avec eux, ils me connaissent. Si on le Mais fait, c'est tu bon. vois, Sylvain, ça va exactement à la Mais ça philosophie. déconstruit toutes nos affaires encore. Oui, mais moi, ça va du côté que. Moi, tu le sais, tu me connais depuis longtemps. J'ai toujours été du côté le moins d'embûches possible Mhm. pour les patients. Ah, c'est clair. OK? Moi, depuis longtemps. Tu sais, il y a certains centres qui ont une liste d'épicerie de pas ci, pas ça. Non, toi, Tu sais, on y va, là. on y va. Non. Nous, c'est depuis, tu sais, c'est comme. Ça, puis depuis longtemps, depuis depuis une longtemps, décennie, là. depuis des décennies qu'on a ouvert la chirurgie Mhm. bariatrique avec le moins de contraintes. Parce que peut-être que j'ai tort, mais moi, j'ai toujours l'impression, à tort ou à raison, parce que je ne suis pas un psychiatre, Ouais. que la perte de poids réussit finalement à, j'espère, améliorer des problèmes psychiatriques ou psychologiques associés. Oui, non? Tu me dis qu'on parlait pas du Ah, après, c'est arrête, mais j'ai des chiffres non, là-dessus mais on et va, c'est alors, vraiment on garde ça, intéressant. on garde On ça, se garde ça on pour le garde ça. prochain. Donc, on change de sujet. Attention. Excellent. En tout cas, ce que je veux dire, c'est vraiment intéressant cette question de changer les traitements. Je pense que c'est très vrai. Un patient pour lequel on a dû modifier les traitements parce que justement, il y avait une rechute dépressive, parce qu'il y avait une majoration de l'anxiété, etc. Et ça signe cette instabilité. Donc, à nouveau, il faut vraiment aller chercher ce qu'il y avait derrière la modification de traitement. Un patient qui dort mieux, qui s'améliore, qui, en plus, comme il s'est mobilisé en préalable à la chirurgie parce qu'il a pu bénéficier d'un support adéquat, il va de mieux en mieux, l'activité physique, parce que là aussi, hein, quand on améliore Ouais. notre qualité nutritionnelle, quand on améliore notre niveau d'activité physique, je ne parle pas de sport, ça va améliorer aussi Ouais. notre santé Santé mentale, on le psychologique, sait. ouais. Donc, tu sais, quand tout s'améliore, on devrait pouvoir Alors, baisser le traitement c'est avant. ça, mais l'autre question dans cette même lignée-là, tu le sais, on reçoit des références pour chirurgie urgente. Mhm. Parce qu'on a un patient qui a son diabète, ça devient de plus en plus difficile à contrôler, des maladies sévères, le patient attend une chirurgie orthopédique qu'il ne réussit pas à Hypertension avoir, intracrânienne. l'hypertension qui est en train de se détériorer. Est-ce que tu crois qu'il y aurait des patterns de problèmes psychologiques, psychiatriques qui nécessiteraient que il faudrait accélérer? Là? Parce que je reçois une demande pour un diabète, je reçois une demande pour une prothèse de genou que le patient attend. Ouais, tu sais pas comment les prioriser. Mais comment tu vas le prioriser? Mais moi, je pense que la maladie psychiatrique a sa même problématique. Moi, je me pose aussi souvent cette même question. J'ai pas de réponse basée sur les données probantes OK. pour ça, mais je peux te dire que quand moi, je vois les patients en consultation, des fois, la souffrance est telle que je peux te dire qu'à la fin de mon courrier de consultation, je demande à mon ami chirurgien de pas traîner parce que je pense que c'est le moment d'y aller. Tous les efforts ont été faits. La souffrance est telle que là, maintenant, Donc, il faut apporter une amélioration parce qu'on peut pas laisser. On leur a fait croire pendant tellement longtemps qu'il suffisait de changer des habitudes, qu'il suffisait de faire un régime pour perdre du poids, qu'ils étaient nuls parce qu'ils avaient repris du poids, parce qu'ils valaient rien, etc. Je ne dis pas que c'est ce qu'on leur a dit, mais en tout cas, c'est le vécu C'est qu'il y en est. Hein. l'impression que Que, ça tu sais, laisse. ils arrivent là, ils ont l'idée, l'intime conviction que c'est leur dernière chance, parce qu'en plus, on vend la chirurgie bariatrique. Ça aussi, c'est comme un autre scandale de société, là. Ah, mais la chirurgie bariatrique, c'est comme toujours présenté comme la dernière solution. On attend. non, Tu sais, le patient arrive mais dans une telle souffrance. Là. Tu sais, tu peux pas lui dire, on va attendre X mois, que je ne sais pas quoi change, quoi. Ouais. Sylvain, c'est de
Écoute, Non, mais les gens, c'est- ils n'en parlent pas à leur famille, tu le sais, des non, mais c'est fois. une beauté en temps parce que Ouais. tu le sais, moi, j'étais un partisan, je vais voir ce que tu en penses, d'opérer les gens les plus rapidement possible. Ben oui. À partir de quel âge on devrait commencer à penser opérer un patient? Et là aussi, à nouveau, on remet toujours les choses où elles sont, hein, les données probantes chez les chirurgies, Ouais. chez le jeune nous manquent. Faut pas oublier, là aussi, pareil, hein, dans un podcast antérieur, tu disais à 16 ans, le corps, c'est le corps d'un adulte. Et puis, moi, j'ai à 16 ans, le cerveau, c'est pas celui d'un adulte. Par Ah contre, ouais. attention, hein, le cerveau mature jusqu'à 25 ans. Ouais. Reprenons un petit peu le discours que j'ai eu, là, et puis j'en discutais avec des psychiatres comme Sanjeev Sokalingam et d'autres. Là. Notre maturation cérébrale se terminant à 25 ans, l'excès du tissu adipeux, la dysfonction du tissu adipeux vient nuire aussi à probablement ce développement cérébral. Donc, tu sais, est-ce qu'on n'est pas dangereux à trop attendre? Donc, ma réponse est probablement oui. Mais en même temps, tout l'impact qu'a une chirurgie bariatrique sur l'image Mhm. corporelle, sur la perception de soi-même, etc. Mais est-ce que c'est bénéfique ou pas à cet âge-là? Là aussi, une partie de Ouais. moi a tendance à dire oui, quand il y a une souffrance extrêmement importante. Mais là aussi, opérer un enfant, un adolescent, un jeune adulte dans un environnement familial où rien n'a été travaillé, tu sais, quelle est la chance de succès pérenne Ouais. de la chirurgie? Bah, j'ai un petit peu plus de doutes. Ouais. Donc, tu sais, je pense que Ça- la réponse, elle n'est pas si Ouais, simple ouais. que ça. Et puis, il faut vraiment avoir une vision globale. Moi, ce que je vois beaucoup en consulte, puis je peux dire que c'est une des rares fois où j'ai dit, enfin, c'est une des fois où j'ai dit non à la chirurgie. C'était une jeune qui venait en disant, bah, ma grand-mère a eu la chirurgie, ma mère a eu la chirurgie, je la veux. Ouais, mais attends, C'est comme un qu'est-ce qui a classique. été c'est ça. Mais tu sais, ça peut être un classique quand on sait qu'il y a une forme, j'allais dire, polygénétique d'obésité. Puis Ouais. on sait, hein, Mhm. la prédétermination génétique du poids, elle est très Ouais, importante. ouais. Mais à un moment donné, quand tu sais aussi que dans cette même famille, rien n'a été travaillé, qu'il y a eu des regains de poids après chaque chirurgie, Ouais. qu'il y a déjà eu beaucoup d'interventions qui ont échoué, que le milieu familial n'a pas été capable ou n'a pas été suffisamment bien accompagné pour amener tous ces changements nécessaires, bah, tu te dis, OK, mais est-ce que répondre oui tout de suite, sans à un moment donné Ouais, je comprends. signifier que c'était pas la bonne Je comprends. solution, est une bonne réponse? C'est là que tu vois que tu comprends dans la nature de mes questions que je te pose, Mmh. c'est notre cerveau de chirurgien qui, tu sais, Ben moi, qui, j'essaie de catégoriser. Là. qui Tu vois, on s'en exactement. va un peu à gauche à droite, mais quand tu vois, mettons, un patient en pré-op, est-ce que tu abordes un peu la situation toujours un peu de la même façon? Parce que moi, j'essaie de catégoriser ça, puis tu sais, je me dis, OK, il y a des patients qui ont des troubles alimentaires. Les patients qui ont des troubles alimentaires peuvent aussi avoir, par exemple, quelque chose du spectre plus dépression. Mmh. Après ça, l'anxiété aussi qui peut jouer beaucoup. Puis après ça, là, on n'en parle même pas, mais je voudrais qu'on en parle, mais tous les patients qui ont des troubles psychotiques puis qui prennent des antipsychotiques obésogènes et qui finissent dans nos bureaux, on en a, là. Puis moi, ces patients-là aussi, j'ai certaines craintes par rapport à ça. Souvent, c'est des fumeurs aussi, on s'entend. Tu sais, est-ce qu'il y a une certaine catégorisation de patients? Est-ce que tu les traites toutes Je sais que tu peux pas toujours les traiter de la même façon, mais comment tu abordes ça? Écoute, c'est comme des tonnes de questions en une. Mais moi, Tu sais, j'essaie de... T'as lancé une brouette de mais fou. pour la question des troubles de santé mentale qu'on dit vulgairement graves, là, troubles Ouais. bipolaires, schizophrénie, les données un petit peu épidémiaux, les données sur registre montrent que le pronostic de perte pondérale après une chirurgie est au moins équivalent à la chirurgie en population générale, obésité, on va dire, Ouais. non psychiatrique. Donc, tu sais, déjà, on ne prend pas de risque de moins bonne perte de poids. C'est déjà quand même une première nouvelle. Le taux de réhospitalisation, a priori, en santé mentale aussi, est parfois un petit peu plus élevé dans le début. Là, les études sont un peu contradictoires, mais pareil, la safety est plutôt bonne sur les décompensations. Donc, tu sais, objectivement, quand on essaie de prendre du recul par rapport aux données, on n'a pas tant de raisons de dire non que ça. Le bémol, il est que c'est des données de registre. Donc, un patient psychiatrique, type psychose chronique ou trouble bipolaire non accompagné, sans aucun filet de sécurité, sans possibilité de consulter rapidement, avec un traitement mal ajusté, pas réévalué, dont on sait que Ouais. l'absorption va être modifiée après une Ouais. chirurgie bariatrique, c'est une catastrophe d'y aller. Par contre, prendre le temps d'optimiser le traitement, de remettre en place un suivi avec des équipes multidisciplinaires, d'adapter le traitement s'il y a besoin, parce qu'on sait qu'il y a des traitements qui vont être mal absorbés. Tu mets un traitement par Latuda sur un bol alimentaire qui va diminuer, ben, ça va être la catastrophe. Enfin, tu sais, Ouais. la clozapine, le tabac, tu parles de tous ces facteurs. Ça, c'est des choses qu'il faut gérer en amont. Mais tu vois, Alex, dans la question que tu as posée, avec la réponse qu'il vient de faire, moi, je viens d'allumer sur une lumière. Tu sais que Sacré-Cœur, c'est aussi le pavillon Albert Prévost, qui est un grand centre de psychiatrie. Moi, ça fait longtemps que j'opère des patients avec la schizophrénie, même de la Mhm. schizophrénie sévère. Là, je viens de réaliser dans la réponse que, c'est quoi? J'ai à peu près jamais de problème avec ces patients-là. Parce C'est qu'ils ont pourquoi une équipe multi. ils ont une équipe multi, ils sont suivis, c'est parfait. Ouais. Au début, les gens opéraient un schizophrène, c'était comme ouh, ouh, ouh. Moi, c'était comme
on va s'en occuper. C'est un peu, OK, genre, toi, moi, fais le geste chirurgical, Mais tu leur fais une sleeve ou fais une sleeve. c'est ça? Oui, sleeve. Mais moi, j'ai toujours la crainte de la malabsorption sur les Même antipsychotiques. affaire, c'est le même discours, hein? Ça, a Ça, du c'est bon, stylé. ça fait du sens. J'aurais la même crainte, Ça serait- je te rassure. Même affaire, mais j'ai plus de soucis du patient qui revient que je vais dire ça, je tourne en Du vers. patient qui Je me décompense. suis jamais dit, j'aurais donc dû pas l'opérer. Mm. Parce que là, je viens de comprendre, merci Sylvain, que l'élément principal, c'est que ces patients-là sont tellement bien encadrés. Quand ils sont référés, vraiment, exemple, mettons, du pavillon Albert Prévost, bien encadré, suivi, le psychiatre qui m'envoie, puis que je sais qu'il va retourner de l'autre côté, Ouais, je comprends. j'ai pas de problème. Fait que Tu vois, et par contre, à l'inverse, quand on parle, tu citais la dépression, l'anxiété, puis moi, il y a un autre trouble qui m'inquiète tout particulièrement, Ouais. que je rencontre très fréquemment, justement, dans les consultations pré-chirurgie. Là, puis c'est vraiment l'occasion de le mettre en lumière. C'est le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On sait que c'est Oh. 30% des personnes qui vivent avec un excès de poids, ou on va dire une obésité pour être plus simple. Là, j'essaie de faire attention à mes mots, vous verrez, j'aime pas obésité, moi, comme vous. ouais, Mais c'est qui c'est vivent avec correct. un excès de poids, là, 30% ont un trouble déficitaire de l'attention. C'est énorme. OK. La plupart du temps, il n'est pas pris en charge. Il est confondu avec de l'anxiété. Parce que le trouble de l'attention, le trouble déficitaire de l'attention, c'est mal nommé comme maladie, c'est vraiment un défaut de filtration, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que le cerveau n'est pas capable d'inhiber les stimulus extérieurs, de les filtrer, mais aussi les pensées intérieures. Donc ça va créer énormément en fait de cognition anxieuse, parce que les pensées font irruption, les sons font irruption. Donc Eh, tout ça j'aime va venir ça. dans l'anxiété. Et donc, on sait aussi que dans le trouble déficitaire de l'attention, les gens vont manger en fait pour booster leur processus attentionnel, vont aussi manger plus en fin de journée par dérégulation émotionnelle, parce que quand toute la journée tu maintiens tous tes efforts pour te concentrer, pour rester performant, Il tu sais, relâche. le soir, ça Il relâche. explose, quoi. OK. Tu sais, puis ça fait vraiment partie des symptômes du trouble Oh, déficitaire de wow. l'attention de l'adulte, l'espèce de dérégulation émotionnelle de fin de journée. Donc, on va retrouver ça de façon extrêmement fréquente. Et Reprends le ça, pourcentage que tu as dit, c'est vraiment 30 intéressant. 30% des patients patients qui vivent avec une obésité, d'obésité ou surplus de poids ont un problème de un déficit déficit d'attention. attentionnel. Wow. Ah Wow. ouais. Encore une Ben, fois, ça nous, fait encore du sens. on apprend Je des pense à choses. Evelyne qui parle de sa bouchée satellite, là, quand elle parle des. Exactement. Ah ouais? Bravo, hein? Des patients peut-être qui ne se rendent pas compte qu'ils font souper, ils mangent un peu, mais tu sais, là, on s'entend, là, c'est des petites affaires épisodiques, mais Mais là aussi, c'est très prévalent. Vas-y. j'ai envie d'être un peu provoque, et puis c'est un sujet moi qui me tient à cœur, la façon dont on délivre l'information aux patients. Ouais. Puis, j'ai pas été voir vos livrets, donc il n'y a aucune critique par rapport aux livrets de chaque hôpital, mais Stress. à quel moment donné, on s'est posé la question de comment on adaptait notre matériel d'information médicale au profil des patients qui vivent avec une obésité et un problème de À santé mentale? écouter ce que tu dis depuis tantôt, je peux te dire qu'on a beaucoup de travail à faire dans les semaines et les mois à venir pour Ah ouais, rehausser mais l'information. il y a énormément de travail pour faire ça, pour adapter. Mais On ne sait pas en fait l'impact. On sait que les gens qui ont un excès de ouais, poids, puis à un moment donné, quand l'excès de poids perdure dans le temps, là, on va avoir des atteintes cognitives. ouais, Il y a des études qui montrent que le profil cognitif est atteint par ouais, l'obésité. C'est pareil, on n'a jamais adapté notre matériel. C'est un trouble déficitaire de ouais. l'attention. Tu peux pas avoir une feuille avec 15 informations et 15 pages. Tu peux être sûr qu'elles vont être perdues, ces pages-là. C'est ça, mais l'autre affaire, il y a un gros biais là-dedans, Sylvain. C'est que, en général, depuis longtemps, c'est les chirurgiens qui ont pris le contrôle du traitement de l'obésité sévère. Et tout est axé sur l'intervention, les risques, les conséquences, la divulgation des risques. Ben, ça, avec quoi on est à l'aise. Mais ça fait partie de notre C'est ça. travail. Mais là, je comprends encore mieux comment on pourrait mieux accompagner les patients pour la préparation. Et puis il y a tellement de temps, et j'en parlais, puis c'est vraiment mon sujet là en ce moment. J'essaie d'aller chercher des financements justement pour faire des protocoles de recherche là-dessus. Tout ce temps de la liste d'attente, là, où le patient il a comme faxé OK. sa demande, rien se passe. OK. On pourrait le délivrer de C'est comme si l'information la pendant ce temps-là. consultation en chirurgie bariatrique, c'était une fin en soi, alors que c'est pas une prise en charge du tout. C'est une direction vers un traitement chirurgical éventuel, mais on le Ouais. sait que. Mais regarde, on parlait tantôt comment que j'ai lancé la première question par rapport au début, quand moi je commençais ma pratique, pas quand j'étais étudiant, je veux dire, c'était une obligation que le patient soit Mhm. évalué, puis le patient avait peur de se faire dire oui ou non, puis là, c'était le stress. Le patient était stressé d'aller voir le psychiatre. Là, la question, c'est maintenant, euh, comment qu'on va réaligner tout notre processus avant l'opération, OK? Parce que la question que je vais te poser, j'ai failli partir à gauche, mais je vais me ramener au centre. Tu connais le système québécois maintenant depuis 6 ans. On s'entend qu'on a des ressources limitées, Ouais. tu sais, autant là, en psychologie qu'en psychiatrie. Qu'est-ce qu'on devrait prioriser? Parce que là, on veut s'enligner sur s'améliorer. C'est pour ça que tu es là. On veut Mhm. s'améliorer. Qu'est-ce qu'on va prioriser? Et moi, j'ai pas des psychologues. T'en as-tu, toi, à l'infini? Ben, Là? ça a duré 3 mois, puis pour les raisons que tu as expliquées, elle est partie. Elle est Là, fait partie. qu'on a travaillé. Alors, on fait quoi? On priorise quoi? Ah, c'est une grande question, ça. C'est à moyen constant, comment on fait les choses.
D'abord, j'ai envie de te dire, moi, mon petit côté révolutionnaire, hein, je suis français, on a coupé des têtes parfois, nous. Ouais. A envie de te dire que la bonne réponse, c'est de dire qu'il nous faut plus de moyens et qu'on Ouais, ne peut ça, pas c'est ça. accepter le moyen constant. C'est-à-dire Ouais, qu'à ouais, Ouais. un moment donné, si on se pose tous là autour de la table et qu'on va tous dire ensemble, ça ne marche plus, ouais, on ne peut plus continuer à faire comme ça, ouais. il nous faut des solutions pérennes, peut-être qu'on aura un petit peu plus de chances de les avoir. Ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement, hein. On voit beaucoup quand même aussi un fonctionnement un petit peu en silo entre la médecine bariatrique, la chirurgie bariatrique. Donc on tente tous de se rassembler. Ça, Mhm. je pense que l'intention est là. Mais conceptuellement, moi, je ne comprends pas pourquoi. Et puis, on le voit avec le modèle des IPS. Enfin, on a tellement de belles solutions qui existent au Québec. On n'aurait pas comme un espèce de tronc commun de prise en charge qui Ouais, durerait on va dire, T0 jusqu'à 1 an, où ouais. là, on bénéficierait de tout un système de modules d'accompagnement, etc., qui permettrait justement de venir avoir un regard pharmacologique quand il y a besoin d'un regard pharmacologique. Est-ce qu'il y a des traitements qui sont obésogènes dans l'ordonnance? On a beaucoup ça. Est-ce qu'il y a besoin d'une approche sociale? Est-ce qu'il y a besoin OK. justement de porter des diagnostics qui ne sont pas portés? Est-ce qu'on peut utiliser une approche médicale préalablement à la chirurgie? Peut-être que ça peut être suffisant pour améliorer les choses. Et puis, tu vois, Ouais, être moins dans ces espèces de je silos là comprends. où on attend des consultes, on est en suspens. Tu sais, puis ça, aujourd'hui, les moyens modernes quand même de télésanté nous permettent vraiment d'aller de l'avant Alors, là-dessus. je te suis. Je vais te séparer deux options. Tu as deux Mhm. options. Sans le nommer, il y a un centre au Québec qui met, je dirais, les patients dans un tronc commun, comme tu disais, qui a un peu de tout, hein, nutrition, évaluation psychologique. Le chirurgien n'est pas encore il est pas encore dans le loop et ça dure quand même assez longtemps. Versus, ça, on a des ressources limitées, là. Ah ouais. OK, on s'entend. Fait que tu les as mis dans le tronc commun ou on fait un autre tronc commun ou un autre plan, le plan B, qui est médecine, chirurgie bariatrique. On est assez efficace pour faire la prise en charge, mais on veut introduire rapidement l'évaluation ou le suivi psychologique, psychiatrique. Qu'est-ce qui serait le mieux? Attention, j'ai pas parlé d'un tronc commun, le même pour tous. Moi, j'aime la médecine personnalisée. OK. C'est-à-dire qu'au début de ce tronc commun, il faut qu'il y ait un phénotypage. Alors, phénotypage, j'aime pas le terme, hein, parce Ouais, que Non, mais mais on comprend. et il faut qu'il y ait une identification des besoins je comprends. prioritaires exprimés par le patient et de là où on doit développer. C'est-à-dire qu'un patient qui arrive, qui, comme tu le dis, là, qui a eu un long passé derrière lui, qui a tenté plein de choses, on va pas le refaire passer par un tronc commun pendant des mois. On est Merci. là en disant non, mais on est là. Non, mais j'ai On pas est dit d'accord, l'horaire. on est d'accord. Mais Non, par c'est ça. contre, un patient qui a eu un lourd passé derrière lui, qui a essayé plein Ouais, de choses ouais. et qui est encore en phase ascendante pondérale, même si on reçoit un besoin chirurgical immédiat, moi, je suis un peu embêté à ce qu'on l'opère dans les 3 mois. Ouais. Un patient qui prend du poids et qui passe sur une table d'opération, ben moi, ça m'interpelle. Qu'est-ce qui fait qu'on est encore en phase de prise pondérale? Pourquoi on n'a pas réussi à stabiliser? C'est monogénique, c'est machin, etc. Ok, parfait. Mais tu vois, je trouve que ça, pour moi, c'est un vrai signal d'alerte. Un patient qui, malgré justement Comment? des prises en charge, Mais toi, est en phase pondérale. ta crainte, c'est qu'on opère un patient sans prendre en considération la souffrance psychologique sous-jacente qui pourrait être adressée, stabilisée, dans le but d'avoir une chirurgie dans un meilleur moment opportun puis d'avoir un meilleur résultat final. Ouais, si par exemple, la prendre en compte, tu parles pas de quelque part de l'avoir comme déniée. Je pense qu'en effet, parfois, elle n'est pas accessible à ce moment-là. Mhm. Et que justement, c'est des symptômes indirects de celle-ci. Tu vois, je veux pas qu'on dise là que Non, non. le corps médical, les professions de santé s'intéressent pas à ça. C'est pas du tout ça. Mais je pense que parfois, cette souffrance, elle est tellement intense qu'elle est comme masquée. C'est Mais, ça, ouais, comme cachée. mais soit, Sylvain, tu sais, on en parlait avec Alex, là, on le sait, on est nous-mêmes, on en parlait l'autre jour, on est des fois mal à l'aise à ça parce que. Ben, moi, je suis moins confortable de Je- parler je- de ça. c'est ça, parce Même que là, je le sens pendant le ben podcast. oui, Je c'est suis ça. pas dans ma zone. C'est pas dans ta zone de confort Ouais, parce que ouais. on peut partir de la troisième révision de bypass, Ouais. mais parler de là, justement, on a Ouais. peur de stigmatiser, on a peur d'identifier le patient ou d'y mettre un chapeau qui n'y appartient pas. Fait qu'on est toujours, tu veux, on est toujours ça. Mais c'est vraiment intéressant parce que, écoute, d'abord, ça se nomme. Le Ouais. fait que quand on se sent pas à l'aise d'aborder un sujet ou quoi que ce soit, moi je le dis à mes patientes, des fois, écoutez, je suis pas très à l'aise de vous poser cette question-là, mais j'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui pourrait exister, puis Ouais. ça, je le rencontre souvent, donc je vais vous le demander. Puis, tu sais, c'est drôle quand tu parles de sortir un petit peu de sa zone de confort. Moi, tu me demandais un peu tout à l'heure comment se passaient mes consultations. Là. Moi, j'ai 1 heure et demie par patient. C'est un luxe incroyable. Je prends 1 heure et demie par nouveau patient. Ouais, ouais. Mais par contre, je vais vraiment décliner tous les antécédents médicaux. Je vais aller vérifier les allergies. Je vais aller vérifier les antécédents gynécologiques. Je demande l'âge des premières règles. Est-ce qu'il y a eu des périodes d'aménorrhée prolongées? Parce que ça peut être des signes indirects, justement, d'anorexie ou d'anorexie mentale atypique. C'est-à-dire cette restriction alimentaire à poids excessif. Je vais aller demander le nombre de grossesses, on va aller demander s'il n'y a pas des ménopauses précoces. Et oui, des ménopauses précoces dans la famille, j'y Ouais, arrive, ouais. tu sais, pour aller parler de la santé osseuse plus tard. Donc, tu sais, moi, je vais parler de tout ça. S'il y a des projets parentaux,
les antécédents chirurgicaux, tu sais, pour essayer de m'imaginer si c'est un abdomen dans lequel on est intervenu 5, 6, 10 fois. Je me dis, OK, tu sais, il va Mmh. falloir qu'on parle du post-chir, là. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait, ou il va falloir qu'on parle du risque de ne pas pouvoir opérer, tu sais. C'est comme, donc, tu sais, moi, je vais vraiment explorer tout ça. Enfin, je t'en passe, là, les allergies, les habitus, l'histoire de vie. Moi, je demande toujours à mes patients s'ils ont vécu des moments d'intimidation, s'ils ont eu des agressions physiques, sexuelles ou verbales dans l'enfance, à l'adolescence. Tu Mmh. sais, je questionne le lien aux parents, à l'environnement familial. Donc tu vois, je vais aller Ça questionner toutes les choses qui me sortent de ma zone de confort. Puis moi, j'ai cette aussi casquette, j'ai fait beaucoup de sexologie médicale, donc je vais parler de leur santé sexuelle. Donc vraiment, qui va il y a peu large. de choses. On va même parler du transit. Est-ce qu'il y a des alternances de OK. diarrhée, de constipation? Parce que c'est un patient qui me dit, et ça m'est déjà arrivé, qui me dit: «Ah, mais moi, j'ai super mal vécu quand j'ai la diarrhée, c'est l'enfer, je supporte mal ça.» Je dis: «Mais c'est quelle chirurgie que vous demandez là? Une dérivation bilioppancréatique?» Oui, OK, c'est faut qu'on en parle. on va en parler. Ouais. Non, Tu sais, c'est pas, clair. pas parce que je vais te dire quoi choisir, mais parce que je veux que tu sois vraiment informé sur ce qui va pouvoir Ouais. se passer. Donc, c'est comme une Ouais, habitude à non, non, apprendre c'est aussi. Mais excellent, j'ai mais du temps. tu as Moi, du par contre, temps. j'ai su que cela incroyable, Ouais, c'est que j'ai du temps. Parce que justement, en fait, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu sur mon temps de chercheur, et puis à ouais. nouveau, pour faire des consultations un petit peu plus longues. Là, Sylvain, je vois le temps qui défile, Ouais. puis je veux quand même qu'on garde 2, 3 éléments justement avant de on peut dire fermer Ouais, ouais. l'évaluation pré-op. Étant donné qu'on est dans des ressources limitées, ma question, parce que je t'écoute ce que tu es en train de dire là avec ton questionnaire, est-ce que tu crois qu'on serait capable, dans un service de chirurgie bariatrique comme à Québec, chez Alex ou chez nous, avoir une espèce de questionnaire de dépistage versus / scoring? Parce que, tu sais, on aime bien ça en médecine, les scoring. Est-ce que c'est envisageable, faisable, ou tu dis non? Non seulement c'est envisageable, c'est faisable, mais ça existe déjà, hein. Il y a le BIPASS qui a été développé par les équipes de Toronto, qui est un OK. des questionnaires qui peut être rempli par l'équipe, qui va permettre d'évaluer finalement quelque part les contre-indications psychiques ou psychiatriques ou sociales à une chirurgie bariatrique. À l'UCPQ, on a un projet qui est un protocole de recherche qui s'appelle Bariapsy. Par exemple, les patients vont pouvoir, alors c'est volontaire, mais s'auto-diagnostiquer sur la dépression, l'anxiété, les troubles OK. alimentaires, l'impulsivité, etc. Tu sais, ils remplissent ça en ligne, ils ont une petite Ouais, vidéo qui ouais. leur explique ce que c'est, et puis les scores s'affichent. Et en fonction de ça, ils ont des ressources qui se mettent en place. Donc, oui, il y a de plus en plus de Vous faites choses ça qu'on peut faire. là, à Québec? Ouais. Wow. Là aussi, à nouveau, c'est Non. l'avantage d'avoir beaucoup de recherches impliquées dans la Ben, clinique. Ben non, mais moi, je c'est pense que ce qu'on devrait faire, on en parlera à un moment donné, mais tu sais, se faire une espèce de, justement, un peu très dynamique, pas juste un questionnaire un peu drabe, mais tu sais, quelque chose de dynamique là, qui va ressortir avec un pattern où c'est qu'on est capable d'avoir une idée de problématique Mais et. ça, vraiment, moi, c'est ça, hein, on a une vidéo qui explique aux patients pourquoi on s'intéresse au Ouais, déficit c'est bon ça. attentionnel, à l'anxiété. Tu sais, on ne veut pas les prendre en traite, c'est jamais l'idée. Ils s'auto-repèrent. Après, on propose des ressources, et à la fin, ils Mm. peuvent afficher vraiment sur un graphique, hein, un peu à quoi ressemblent les dimensions. Et ils peuvent télécharger ça, l'envoyer à leur médecin. Alors, c'est comme un peu, techniquement, là, il y a 2-3 trucs qui bloquent encore un Qui petit peu, bloque un là, peu. mais tu sais, Eh non, c'est c'est excellent vraiment ça. ça que je pense la médecine de demain Non, mais c'est sûr, on a qui est à les nos outils, portes. on s'entend. Les outils sont disponibles, ne sont pas tous connus. Non. Parce que là, je viens d'apprendre 2 trucs que je ne connaissais pas. Ah non, mais ça, c'est tellement fantastique comme approche parce que c'est un petit peu révolutionnaire dans un contexte Ouais, de soins usuels comme on voit un petit ouais. peu à tous les jours, tu sais. Mais la question, c'est, tu sais, par exemple, je vois ça, je fais, c'est fantastique, on implante ça demain matin, mais then what, là, tu sais? Ouais. Et le questionnaire démontre qu'il y a peut-être une fragilité au point de vue Mhm. de la dépression, là. Qu'est-ce qu'on fait, comment Ouais. on l'articule, tu sais, ça soulève beaucoup de choses. Mais en effet, mais là aussi, tu sais, c'est comme l'idée de parler du risque suicidaire, ça va pas déclencher une tentative de suicide, tu sais. Nommer l'existence d'un trouble de santé mentale, ça va pas aggraver le trouble. Au Ouais. contraire, ça va juste. Ouais. Mais toi, tu es à l'aise avec ce langage et ce discours-là. Nous, tu comprends qu'on n'ose pas trop Non, on l'a mis dans le questionnaire, s'aventurer. ça. On l'a mis dans le Un questionnaire. questionnaire C'est réglerait. c'est plus C'est impersonnel. plus impersonnel, exactement. Facile. Mais moi, Excellent. à nouveau, je vais être un petit peu provoque là. Je suis capable de discuter avec mes patients de la différence entre une sleeve, un bypass, une DBP, tu sais, Ouais. de parler un petit peu des effets secondaires, des profils de Ouais. risque, etc. Ouais. À un moment donné, je vais caler dans mes connaissances. Je me dis, Ouais. tu sais, là, il faut vraiment aller en parler avec votre chirurgien. Ouais, je comprends. Mais tu sais, il y a comme un pas à faire dans chaque direction. Je ne vous Ouais. demande pas de devenir des psychiatres, hein, Non, loin non, de là. Ah, mais Mais tu sais, t'es une espèce rare dans ton Oui. domaine. D'ailleurs, on est chanceux de t'avoir au je dis Québec. souvent, je dis souvent en blaguant que je suis un psychiatre qui prescrit plus d'analogues du GLP1 que de timo-régulateur. Hey, Mais ce que je veux dire, c'est que tu Ouais, sais, ouais. on peut comme aussi se familiariser avec les autres disciplines pour créer. Parce que quand tu disais, on est à faible ressource, et en même temps, les SUS, les CLSC développent tellement de programmes de première ligne. Et puis là, on est en train de faire une réforme, hein, de l'accès en santé Ouais, ouais. mentale. Il y a tellement de ressources de première ligne qui peuvent déjà être mises en place.
Mais on tarde à les mettre en place parce que justement, on prend pas le temps de faire Je cette comprends. porte Mais moi, je vais d'entrée. te faire une critique pas par rapport à ça, mais moi, je le vois dans certains milieux où c'est qu'ils développent ces genres d'outils-là. Ils nous en appellent jamais. On n'est même pas au courant de ce qui se fait. Si tu savais le nombre de places qui ont des super beaux outils, des investigations, une belle prise en charge, puis on n'est pas au courant. Là, on parle en santé mentale, là. Ou Oh, Ou en de général. péri en tout. Je général, pense que Ah ça ouais. peut accompagne se décaler pour tout. qui accompagne Ouais, nos ouais. patients. Tu sais, moi, j'ai des nouvelles quand le patient il rentre in-house dans la bâtisse, peu importe qui voit, Ah, c'est pas ce à qui se passe l'intérieur. autour. Ouais, Tout ouais. ce qui se passe autour, je suis à peu Mm. près pas au courant. Et il y a déjà des belles choses qui se font autour du CIUS du nord de l'île. Je sais qu'il y a des beaux programmes. J'ai rarement que ces personnes-là m'appellent. Alors que dedans, mon hôpital, comme toi, Ah ouais. tu vas avoir ton endocrinologue qui va t'appeler ou ton infirmière-chef ou la nutritionniste qui va te parler de ton patient. Quand c'est dans la bâtisse, la communication elle se fait. Eh ben, À mesure qu'on est à l'extérieur de la il n'y a bâtisse, plus rien qui se il n'y a passe. plus rien qui se passe. Mhm. Ça, tu vois, on peut dire ce qu'on veut là, des projets de loi et de Santé Ouais. Québec, là, mais peut-être que le fait d'un moment donné d'avoir la même bannière va peut-être nous aider à avoir un même système de communication et de partage d'informations. Mais ça, c'est quand même On va un le vœu souhaiter. pieux. Souhaitons-le, souhaitons-le. Mais ce que je veux Souhaitons-le. dire, c'est que tu vois, ça devrait plus Non, exister non. là OK. en 2025. Quoi. On devrait plus avoir de fragmentation des informations comme ça. C'est au détriment du patient. Mais résoudre ce problème Ouais. d'étanchéité là entre C'est ça. les disciplines, il est compliqué. Hein. Moi, Ouais. tu sais, je suis un psychiatre qui a travaillé toujours en milieu somatique. Donc, j'ai comme vraiment appris à modifier mon langage, à discuter d'une autre façon, etc. Mais tu sais, je pense que c'est pas si simple que ça. Et en effet, on a encore beaucoup à faire, mais Ouais. on progresse. On progresse. Moi, j'ai une Hey, question. vas-y, Peux-tu? vas-y. Comment est-ce qu'on fait pour intéresser les psychiatres à l'obésité? Hey, hey, je ne vais pas répondre pour lui. Au pavillon Albert Prévost, je n'ai pas le nombre total de psychiatres. On en a un dans l'équipe. C'est ça. Un Comment est-ce seul. qu'on fait? Toi, ça part de où? Puis comment est-ce qu'on fait pour intéresser les gens? Puis peut-être la question, on pourrait faire un parallèle aussi avec chez les psychologues. Écoute, ça part de où? Moi, je peux te dire d'où ça part pour moi. Hein. Quand Mm. j'étais arrivé jeune patron, là, et je sortais de ma résidence, mon patron mon patron de l'époque m'a comme dit: «Ouais, consultation pré-chirurgie bariatrique, puis c'est obligatoire en France, hein, vas-y, fais-la». C'est comme, bon, ok, tu sais. Puis moi, ça m'a tellement révolutionné. Enfin, c'est plein de santé mentale, c'est tellement d'enjeux de compréhension. Tu sais. Même pour un psychiatre, vraiment, enfin, tu sais, c'est comme de la belle psychiatrie qu'on peut rencontrer. C'est pas de la psychiatrie institutionnelle, un petit peu plus comme on en a l'habitude, mais c'est vraiment de la belle psychiatrie. Puis moi, j'ai une patiente qui m'a énormément touché, là, puis je suis encore en contact avec elle, qui m'a parlé de son accès hyperphagique, de ce que c'était que cette maladie-là. Puis ça m'a comme changé ma T'es venu te vision de ce chercher truc-là. comme ça. Ah mais non, écoute, quand la patiente m'explique que c'était le service qui me l'adressait là et qui me dit ah il faut la prendre en charge dans l'air un petit peu santé mentale là, tu sais puis pas bon bah, une demande un peu foireuse là, j'allais dire le terme est pas beau mais tu sais bon je la vois puis elle me dit ouais ouais puis ça prend un peu de temps à ce que je le comprenne là qu'elle avait comme des pertes de contrôle alimentaire et puis tu sais, là elle me raconte une anecdote pour m'expliquer ce qu'elle vit et elle me dit moi je suis enseignante, j'aime mes enfants, c'est ma passion dans la vie. Puis un jour, l'envie était tellement forte, ils étaient tous dehors là, que pendant la récréation, je suis allé consommer tous les goûters des enfants dans leur sac. C'est J'ai eu un c'est sourire, je me suis comme dit, des- tu sais, c'est comme, ouais. elle a mangé tous les goûters. Je pensais à mes propres enfants qui se retrouvaient Ouais. tu sais, sans goûter autre chose. Et là, elle C'est- s'effondre en larmes. Elle me dit, mais vous vous rendez compte, ces enfants, c'est toute ma vie. Comment j'ai pu leur faire aussi mal? Mhm. Et là, c'est venu me percuter en me disant, ouais, mon premier réflexe, c'était de rigoler. Puis on parlait de la stigmatisation. Moi aussi, j'en ai. Hein, j'étais élevé dans le même environnement que tout le monde. Là. J'ai encore Ah des ouais. pensées comme ça. Ouais. Je me suis dit, hey, je suis à côté de la plaque, j'ai rien compris T'as à rien sa compris. détresse. Rien. Ah, je me suis dit, ok, faut que je bosse là-dessus, faut que je C'est comprenne. Fait que c'est faut que comme je- ça que c'est arrivé pour toi. Excellent. Moi, c'est ma passion. Donc, tu sais, après, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour intéresser les psychiatres à plus prendre en charge ces patients-là? Mais je pense que déjà, de facto, ils vont de plus en plus avoir de patients qui vont bénéficier de chirurgie bariatrique, mais il va falloir quelque part qu'on Ils auront qu'on pas le choix. communique Non, mais plus. il faut qu'ils participent dans les équipes. Moi, je suis Mais convaincu. c'est là, ça. tu sais, toi, tu participes avec l'équipe de Québec, ce qui est extraordinaire. Puis nous, on en a un qui participe aussi dans nos réunions. Il en faudrait plus, ça, c'est sûr et certain. Chez vous, t'en as-tu, toi, Alex? Ben non. Non. Ben, je veux dire, on a une équipe de psychiatrie, puis on peut faire affaire avec eux, mais comme tu sais, nos patients viennent aussi de loin. Puis Ouais, si ils nos viennent patients, pas. c'est des C'est corbutiers ça. ailleurs, Ça, ils c'est n'ont un pas autre accès à ouais. notre équipe, blabla. Puis en psychologie, ben, pour les raisons Ouais. qu'on a discutées, ça a duré Mais- 3 mois. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est donnant-donnant. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous offrez à la psychiatrie? Oh Oui, ouais, ouais, c'est- ouais. Ben, écoute, moi, tu vois, on va finir avec ça, cet Un épisode-là, bon point. parce qu'il va falloir qu'on passe nécessairement, nous, on est des chirurgiens, on opère des patients. Fait que la Oui. partie post-opératoire fait partie aussi de notre travail. Tu sais, moi, aujourd'hui, dans ce premier entretien-là, ce que j'ai trouvé extraordinaire d'entendre, c'est ce que tu disais tantôt, je ne suis pas là pour vous empêcher de vous faire opérer.
Je suis là pour vous accompagner. Moi, je pense que c'est ça que le Ouais. patient, il faut qu'il réalise et que si on a un souci avec le patient et que le chirurgien, que ce soit Alex, que ce soit moi ou n'importe quel chirurgien bariatrique, réfère le patient à un psychologue ou à un psychiatre, c'est pas dans le but de je veux pas l'opérer, c'est qu'au contraire, je veux qu'il soit mieux accompagné. Écoute, j'adore ça. Ouais, ne serait-ce que pour cette phrase-là, cette compréhension-là, ça valait la peine. Ça valait la peine de le Ça faire, valait hein? le faire. Excellent, ça. Ah ouais. Écoute, Sylvain, je te remercie beaucoup. Encore Puis, merci. dans pas longtemps, bien, on risque de se reparler. Super Parce que intéressant. l'autre portion, tu comprends que ça, c'est archi important, mais pour nous, la partie post-opératoire aussi, elle a une... Je sais pas qu'est-ce qui est le plus Moi, je significatif. veux savoir ce qui arrive après. On entend Ah, ouais, c'est de dysmorphie corporelle. Ouais, let's non, go, non, là, regarde, ça s'en on vient. regarde ça s'en vient, on parlera de ça. Alors, ben, merci tout le monde, Ouais. puis on va Merci se beaucoup, reprendre. Merci d'être déplacé. Merci Sylvain d'être déplacé. On va se reprendre pour le prochain podcast. Voilà. Good. Ce balado est disponible sur toutes les plateformes audio et suivez-nous sur notre chaîne YouTube et Facebook.